Comme vous le constatez dans l'énoncé de l'examen, donc c'était une liste des rubriques pour lesquelles il nous a été demandé de préparer une déclaration des revenus pour le couple Alex Matt et son épouse Annie Lajoie, uniquement pour la province du Québec. D'accord? Donc, les rubriques qu'il faut déterminer, il y a le revenu net, le revenu total, après le revenu net, après le revenu imposable, après les crédits d'impôt non remboursables, après l'impôt sur le revenu imposable, après le revenu net à payer, après les cotisations, après les crédits d'impôt remboursables et enfin le résultat. Est-ce que c'est un remboursement à recevoir ou un solde dû ou un solde à payer? Ce matin, j'avais un groupe sur lequel ils ont fait pas mal d'exposés. Et parmi les exposés, ils avaient parlé des crédits d'impôt non remboursables, des déductions et des crédits d'impôt remboursables. En résumé, il faut juste retenir que les déductions, qu'est-ce qu'ils font? Les déductions, ils font réduire le revenu imposable. Plus vous avez des déductions, moins est votre revenu imposable. Donc, le revenu imposable va être réduit, déduit. Crédit d'impôt non remboursable. Les crédits d'impôt remboursables, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'un des deux choses. Soit ils vont réduire l'impôt à payer, ou bien annuler, faire disparaître l'impôt à payer. Les crédits d'impôt non remboursables, le terme non remboursable, je vous ai expliqué ça, ils servent à réduire l'impôt à payer ou bien le faire disparaître, l'annuler. Dernière chose, les crédits d'impôt remboursables. Les crédits d'impôt remboursables, il s'agit de quoi? Il s'agit des montants, des remboursements que vous allez recevoir, peu importe si vous avez un impôt à payer ou non. D'accord? Si vous avez un impôt à payer, et on va faire la confrontation entre les crédits d'impôt remboursables, la somme que vous allez recevoir avec l'impôt à payer, on va voir si l'impôt est supérieur à ce que vous allez recevoir, et bien vous allez payer l'écart, la différence entre les deux. Si c'est l'inverse, ça veut dire l'impôt à payer il est inférieur au montant à recevoir, c'est le crédit d'impôt remboursable, et bien l'écart, vous allez le recevoir. Ça, c'était juste entre parenthèses. Donc, sur la base de ces éléments-là, donc, je ferme cette parenthèse-là et je vais passer à la correction. Je vais juste partager avec vous le fichier. Voilà le fichier de la correction. On ne va pas s'attarder sur la correction. Bon, la première rubrique, c'est le revenu total. D'accord? Donc, nous avons un revenu d'emploi. Nous avons un revenu d'emploi provenant de l'étranger. Ce n'est pas une pension. Le problème, c'est que, et je l'avais déjà dit dans plusieurs séances, qu'il faut faire attention au contenu d'un ancien fichier Excel. Il y a des gens qui ont gardé le fichier là où il y a la pension. Ce n'est pas une pension. OK? Ce n'est pas une pension perçue de l'étranger. C'est un revenu d'emploi. Revenu d'emploi, pour lequel il y a une convention fiscale signée entre le Canada et le pays de provenance. Au fédéral, l'équivalent, c'est la ligne 10-400. Mais si on calcule uniquement, on prépare la déclaration uniquement pour la province du Québec. Il y a prestation d'assurance parentale, régime québécois d'assurance parentale. Prestation d'assurance emploi. Pension de la RRQ, la Régie de rente du Québec. Dividendes imposables des sociétés canadiennes, des dividendes déterminés.
les intérêts de placement au Canada et les intérêts de placement à l'étranger. Recettes nettes provenant de 6 mois de location d'un appartement. Il y a des gens qui ont considéré quelqu'un qui loue un appartement comme travailleur autonome. C'est faux. D'accord? Non, ce n'est pas un travailleur autonome. Un travail autonome, c'est quelqu'un qui fournit des services, OK? Par exemple, chauffeur de taxi, les garderies, les comptables, un assureur, un courtier en assurance, quelqu'un qui travaille pour son propre compte. Ça, c'est un travailleur autonome. Mais quelqu'un qui loue un appartement ou des appartements, ben, ce n'est pas un travailleur autonome. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont pris ça comme revenu d'entreprise. Et si vous prenez ça comme revenu d'entreprise, eh ben, vous aurez les déductions pour travailleurs erronées. Okay? Parce que la déduction travailleur autonome prend uniquement la ligne 101, 105 et 107. Quoi d'autre? Et on a les prestations d'assistance sociale. Nous avons aussi les indemnités pour accident du travail, indemnités pour accident de la route, prestations canadiennes d'urgence, prestations canadiennes relatives à la relance économique qui a remplacé la PCU, et enfin, bourse d'études. Donc, la majorité des étudiants et étudiantes, ils ont trouvé le même résultat. Donc, le revenu total, c'est 65 480 pour Alex et 124 600 pour Annie. Maintenant, on doit calculer le revenu net. Donc, pour arriver au revenu net, il faut utiliser quelques déductions. Donc, la première ici, dans la ligne de 101, c'est déduction pour travailleur. Là, il y a uniquement 5 ou 6 étudiants qui ont trouvé la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'il fallait prendre les revenus d'emploi. Donc, tout ce qui est la ligne 101, 105 et 107. 107, ça n'existe pas. Et on prend ces lignes-là, on prend 6%, on calcule 6%, et on va prendre le montant le moins élevé entre 6% calculé et 1190. Pour Annie, donc, on a trouvé un petit peu 1189 ou 1190. Et pour Annie, ben regardez, si on prend Annie égale juste 50%, multiplié juste 50%, mais normalement, il faut ajouter d'autres choses, c'est largement supérieur. Donc, on prend juste 1190 parce que si on totalise le revenu d'emploi d'Annie ainsi que le revenu d'emploi pour les étrangers, ça dépasse grandement 1190. Donc, il faut prendre le moins élevé. Il y a des déductions pour régime de pension agréé. Là, il y a je crois, juste 2 personnes. Ils ont pris le régime ici dans déduction comme une déduction. Et après, ils ont mis régime de pension agréé dans les revenus. Donc, à travers plusieurs, je crois qu'on a fait 6 études de cas, on n'a jamais dit que régime de pension, c'est un revenu. Non, c'est une déduction. C'est une cotisation que vous avez fait à un régime qui est agréé par le fédéral et qui fait partie aussi, fait le travail comme le RPC, RRQ, etc. Donc, ça, là, il faut faire attention. L'autre déduction, c'est pour achat d'outils. Il n'y a aucun problème, tout le monde a fait la même chose. Dépenses relatives au télétravail, il n'y a aucun problème. Donc, tout le monde a mis les montants corrects. Déduction pour frais de déménagement, c'est correct. Frais financiers. Déduction pour cotisation au régime régie de la rente du Québec. Regardez, la majorité, ils se sont trompés juste dans la ligne 201. D'accord? Pas la majorité, pardon. Un nombre très minime des gens qui sont trompés uniquement de cette ligne-là, 201.
Le reste, c'est correct. Donc, j'étais content pour le reste. Donc, le total déduction, on va déduire le revenu total avec ce montant-là pour qu'il nous donne le revenu net qui est 62 320 et 119 320. D'accord? Voilà. Maintenant, il va falloir déterminer comment dirais-je, d'autres déductions pour pouvoir calculer le revenu imposable sur lequel on va appliquer le taux d'imposition de chaque revenu imposable calculé selon son appartenance à une des tranches qui se trouve dans la grille numéro 401. Il y a tout d'abord les prestations, tout ce qui est social, donc prestations d'assistance sociale, indemnité pour accident du travail, indemnité pour accident de la route et bourse d'études. Donc ici, tout le monde a fait la même chose. D'accord? Sauf que dans la ligne 297, là, presque la moitié n'a pas fait attention à ce point-là. Pourquoi? Parce que le revenu d'emploi qui provient de l'étranger et sera traité comme une déduction. Pourquoi? Parce qu'il y a une convention fiscale signée entre le Canada et le pays de provenance. Et d'ailleurs, on a déjà vu dans un cas précédent, pour le fédéral, dans la ligne 25-600, il y a une déduction pour revenus étrangers. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas juste de ne pas le prendre. Pourquoi? Parce que dans ce revenu-là qui a été imposé à l'étranger et qui a une convention signée entre le Canada et le pays de provenance, ce n'est pas correct, ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens de laisser le montant, encore une fois, il sera imposable. D'accord? Regardez ici. Si je ne prends pas, je vais enlever ces montants-là. Regardez, 49 720 et 111 320, à l'intérieur de ces montants-là, il y a les revenus d'emploi de provenance étrangère. Ils ont payé l'impôt à l'étranger et ils vont le payer au Canada. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on a une convention signée. S'il n'y avait pas de convention ici, ici j'ai bien précisé comme quoi il y a une convention. D'accord? Si je n'ai pas mis qu'il y a une convention, là, je suis d'accord avec vous. Vous n'allez pas mettre ce montant-là dans votre déduction. D'accord? Mais puisqu'il y a une convention, il existe une convention signée entre le Canada et le pays d'origine ou les pays de provenance de ce revenu d'impôt étranger, eh bien, il faut déduire dans la déclaration du Québec, dans la ligne 297, et cette déduction, elle porte le code 12. Si vous allez vérifier dans le guide, vous allez trouver le code 12 concerne les revenus gagnés à l'étranger. Donc, on va rectifier tout de suite. Nous avons dit qu'il y a, prenons celui-là. Voilà. Donc, le total des autres déductions sera 19 100 et 23 600. Maintenant, si je prends le revenu net, la ligne 275, moins le total les autres déductions, je vais trouver que l'impôt imposable est 43 220 pour Alex et 95 720 pour Annie. D'accord? Étape suivante.
déterminer les crédits d'impôt non remboursables. Donc, je répète, les déductions, ça sert à quoi? Les déductions servent à déduire l'impôt. Regardez, tantôt, quand j'ai enlevé une petite déduction, par exemple, on va enlever 7 000. Regardez ici, le revenu imposable, il est de 43 000. Si j'enlève 7 000, il va augmenter. Si j'ai mis 7 000, il va diminuer. D'accord? Donc, comment dirais-je, les déductions, ils servent à déduire le montant du revenu imposable. Maintenant, on va calculer les crédits d'impôt non remboursables qui servent principalement à déduire, à réduire l'impôt à payer ou l'annuler complètement, le faire disparaître. D'accord? Donc, on commence d'abord par le crédit d'impôt dont le taux d'admissibilité est 15%. On commence tout d'abord par la ligne 350 qui est montant personnel de base, c'est correct. Donc, la majorité, ils n'avaient aucun problème avec les crédits d'impôt non remboursables. Ça prouve qu'ils ont bien compris le mécanisme de calcul. J'ai aussi le montant pour déficience grave et prolongée, 3 449. Donc, ces deux-là, selon l'énoncé qu'on a, on a juste deux. On va prendre uniquement 15%. Il y a juste deux étudiants, je ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Ils ont laissé 15 000 et 3 400, alors que les autres, c'était correct. Sauf les deux-là, je ne sais pas, peut-être ils ont oublié, ou bien ils ont supprimé la ligne de calcul de 15%, je ne sais pas. Donc, ces 15%, ils sont là. Maintenant, je vais passer au crédit d'impôt non remboursable, dont le taux d'admissibilité est 20%. Donc, j'ai les déplacements, logements, repas pour soins médicaux non dispensés dans la région. J'ai les frais médicaux selon l'annexe B. J'ai les intérêts payés sur les études. Le total de ces trois éléments-là, on prend uniquement 20%. La majorité, ils ont trouvé le bon résultat. Maintenant, on va aller dans d'autres crédits d'impôt non remboursables qu'on va prendre dans d'autres documents dans lesquels on va les calculer. Par exemple, le crédit d'impôt pour don, il faut le calculer dans la grille de calcul numéro 395. Donc, c'est 155. Crédit d'impôt achat d'une habitation, même si vous achetez votre maison à 1 milliard de dollars, vous avez uniquement 750 au Québec et au fédéral comme crédit d'impôt non remboursable. On a aussi les cotisations professionnelles. Là aussi, tout le monde a trouvé le même résultat, c'est correct. Alex, il a payé à son ordre, il a payé 2 500 et Annie 3 500. Donc, on prend uniquement 10%. Enfin, nous avons crédit d'impôt pour frais de scolarité des années antérieures reportés selon l'annexe T. Là-bas, dans l'annexe T, il y a deux taux. Il y a 8% si vous avez fait vos études avant 2013 et 20%, c'est l'inverse. 20%, c'est avant 2013 et après 2013, c'est 8%. Donc, le total de la ligne 377.1, 389, OK? Et les autres lignes, 395, 16, 17, 18, va vous donner le total admissible de crédit d'impôt pour les deux personnes. Maintenant, j'ai déjà calculé le crédit d'impôt non remboursable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le revenu imposable selon la grille de calcul numéro 401. Et on a trouvé que Alex se trouve dans le taux de 15%, et Annie dans le taux de 24%. D'accord? Donc, ça, on l'a déjà vu la dernière fois avec la grille de calcul numéro 401. Pour Alex, on trouve 6 483 et pour Annie, 17 182. Maintenant, pour pouvoir déterminer l'impôt net à payer, il va falloir calculer d'autres crédits. Donc, il y a, selon l'énoncé, on a deux. On a contribution à des partis politiques autorisés, agréés par le gouvernement du Québec. Ça se calcule dans la ligne 414.
et le crédit d'impôt pour dividende. Ici, tout le monde a eu le même résultat et j'étais très content. Donc, selon le guide, donc, en général, les dividendes déterminés, donc le taux de crédit, c'est 16,1460%. Et on a fait la même chose pour le fédéral, mais avec taux inférieur à celui-là. Maintenant, j'ai le total des crédits d'impôt. L'impôt sur l'impôt à payer, c'est la ligne 401 qui est l'impôt que j'ai calculé, c'est celui-là. Vous voyez, c'est celui-là. D'accord? Moins les crédits d'impôt non remboursables, moins autres crédits. Donc, plus mes crédits d'impôt non remboursables et autres crédits sont importants, moins j'ai un montant, moins et pas moins, mais le montant de l'impôt net à payer sera faible. Et si j'ai le total de mes crédits d'impôt non remboursables, autres crédits supérieur à l'impôt déjà calculé, l'impôt net à payer, ben, j'aurai 0 à payer. D'accord? Maintenant, comment calculer cotisation à payer? Là, j'étais un petit peu surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants qui ont mis il y en a qui ont mis cotisation pour travailleurs autonomes. On n'a pas de travailleurs autonomes dans l'énoncé. Il y en a qui ont mis cotisation RRQ, résidence du Québec. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai parce que en tant que salarié, j'ai déjà cotisé dans le régime de retraite du Québec. Donc, comme vous allez me pénaliser pour payer une deuxième fois, donc on ne met pas. Ici, on met droit d'immatriculation, droit annuel d'immatriculation pour une entreprise individuelle enregistrée. On met cotisation pour RRQ, travailleur autonome, RQAP, travailleur autonome, fonds de services de santé, travailleur autonome et la régie, d'assurance médicaments du Québec. Ici, je n'ai pas travailleur autonome, donc je n'ai ni droit d'immatriculation, ni RRQ, ni RQAP, ni FSSQ. Et il me reste uniquement une seule cotisation qui est le régime d'assurance médicaments du Québec. D'accord? Maintenant, je sais le montant net à payer qui est 903 pour Alex et 13 000 pour Annie. Je sais les cotisations pour Alex 642 et aussi pour Annie le même montant. Donc, le total pour les deux, impôt net à payer et cotisation, c'est 15 500 et 13 000. Maintenant, allons voir quels sont les crédits d'impôt remboursables. Les crédits d'impôt remboursables, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils servent, c'est des montants que vous allez recevoir, que le gouvernement va vous rembourser, peu importe si vous avez un impôt à payer ou non. Donc, si on vérifie le total des crédits d'impôt remboursables, donc j'ai crédit d'impôt qu'on trouve sur la case E du relevé 1, nous avons cotisation en trop payée en ce qui concerne RRQ. Nous avons crédit d'impôt frais de garde 850 et adoption d'un enfant. Le maximum c'est 20 000 $ et le montant à rembourser, c'est 50%. Ça veut dire 10 000 $. Donc, le total crédit d'impôt remboursable qu'Alex va recevoir, c'est 9 061. Et le montant qu'Alex doit payer, c'est 1 545. Donc, il va recevoir la différence qui est 7 515. Pour Annie, le total du crédit d'impôt qu'il va recevoir, c'est 15 500. Et le total de l'impôt et des cotisations qu'Annie doit payer au gouvernement, c'est 15 500, c'est 13 655. Donc, c'est 15 507 moins 13 655, et ben, ça donne 1851. D'accord? Donc, il y a deux remboursements pour Alex, Matt et Annie
la joie. En résumé, j'étais très content parce que tout le monde a bien compris les mécanismes. J'ai remarqué que vous avez fait des efforts, vous avez cherché, etc. Mais l'essentiel, c'est que pour moi, je suis satisfait. Vous avez assimilé au moins les notions de base et les mécanismes pour aller chercher une information, vérifier, etc. C'est déjà rassurant et c'est déjà pas mal. Mais, comme je vous l'avais déjà envoyé hier, les principales erreurs commises, il y en a des gens qui ont mis des déductions pour travailleurs, des cotisations pour travailleurs autonomes. Ils ont oublié les déductions pour prestations d'assistance sociale. Le revenu qui était gagné à l'étranger, ils ont mis la pension, donc j'ai pris en considération c'est une pension, ce n'est pas grave. Le revenu, le crédit pour les dons, ils l'ont oublié. Il y a aussi le crédit pour achat d'une nouvelle habitation oublié. Les déductions pour RQ. Il y a aussi des déductions pour RQAP. Ce que j'ai remarqué aussi, il y a quelques-uns qui n'ont pas mis les numéros de ligne. Et aussi, les gens qui ont mis les numéros de ligne, ils n'ont pas respecté l'ordre numérique des numéros de ligne. OK? Et enfin, la grosse erreur, c'est qu'on travaille sur un ancien modèle qui contient des formules qui n'ont rien à voir avec… il y a même quelques livres que j'ai remarqués qui portent des formules pour le fédéral. D'accord? Donc, s'il vous plaît, dans l'avenir, la prochaine fois, il faut faire attention. D'accord? Il faut bien vérifier. Autre chose, il y a des gens qui ont mis comment dirais-je, les montants dans les lignes, mais ils n'ont pas bien totalisé ils n'ont pas bien totalisé dans la ligne totale. Ça, je ne l'ai pas pris comme erreur. OK? Donc, j'ai accepté, même s'il n'y a pas le total, parce que les éléments qui composent le total, donc je vois que c'est correct. Mais la prochaine fois, s'il vous plaît, il faut toujours vérifier. La meilleure chose à faire, je répète encore une fois, c'est avoir un schéma directeur. Vous allez dire, voilà de quoi je vais commencer, voilà ce que je dois faire. Et voilà les travaux de contrôle. Qu'est-ce que je dois contrôler? Les totaux, etc., etc. Et vous allez voir que vous allez vous rattraper et vous allez éviter des erreurs commises comme ça gratuitement. OK?